Certaines chenilles d'Hawaï ont développé une habitude alimentaire proprement effrayante. Scieuses chenilles arpenteuses, qui sont des larves de géométridés, vont à l'encontre de toute norme et ignorent totalement ce que c'est que de manger des feuilles. Au lieu de cela, elles passent leur temps sur les feuilles et leurs tiges, en attendant que des insectes passent pour pouvoir les attraper rapidement avec leurs pattes munies de poils. Des scientifiques ont découvert un tas de ces petites chasseuses d'insectes dans les forêts hawaïennes et les ont élevées en laboratoire. Il se trouve qu'elles appartiennent à un groupe de chenilles appelé Eupithecia, qui se nourrissent ordinairement de plantes, de fleurs et de feuillages. Mais à Hawaï, une demi-douzaine de ces espèces d'Eupithecia ont décidé de devenir carnivores, en optant pour un régime à base d'insectes. Peut-être que tout le pollen de fleurs riches en protéines dont elles se nourrissaient les a aidées à révéler le prédateur qui sommeillait en elles. Grâce à l'absence de prédateurs venus du continent, ces chenilles arpenteuses ont pu prospérer dans l'écosystème de l'île, contrairement à d'autres espèces envahissantes qui causent des problèmes à la flore et à la faune locale. Ces chenilles carnivores ont justement évolué pour occuper la niche écologique généralement remplie par d'autres insectes, comme les menthes religieuses dans d'autres régions. Elles sont connues pour leurs attaques éclairs et n'ont besoin que d'environ 1/10 de seconde pour frapper et dévorer leur proie vivante. Espérons qu'elles ne deviendront pas plus grosses ou plus affamées. Les serpents à sonnette utilisent leur grelot emblématique pour avertir les prédateurs, comme les coyotes, de rester à l'écart ou de risquer la morsure. Cette sonnette a évolué à partir d'un simple secouement de la queue qui opérait comme un signal aposématique. Plutôt que d'utiliser leur sonnette pour attirer des partenaires, ce son sert à avertir du danger posé par les crocs venimeux du serpent. Eh bien, c'est gentil de prévenir. Ce bruit de sonnette provient des segments creux de peau morte qui s'entrechoquent à l'extrémité de la queue du reptile. Des recherches récentes ont montré que les serpents à sonnette ajustaient la vitesse du cliquetis en fonction de la proximité d'un prédateur, créant ainsi une ingénieuse illusion auditive pour dissuader les menaces potentielles. Cet usage du son aide les crotales à se défendre malgré leur propre incapacité à entendre ce son. Les coquilles Saint-Jacques ont une apparence distinctive et ressemblent à des palourdes de films d'horreur avec des tentacules et des yeux à l'intérieur de la bouche. Ce qui ne les empêche pas d'être délicieuses. Les scientifiques ont découvert que ces yeux, qui ressemblent à des baies, pourraient être comparés à des télescopes de pointe. Ils sont comme des miroirs carrelés, capables de créer des images complexes similaires à celles qu'obtiennent nos observatoires modernes. Fait intéressant, les coquilles Saint-Jacques n'ont pas de cerveau, mais leurs yeux sont capables de former des images d'objets flous. Contrairement à d'autres mollusques, comme les moules, les coquilles Saint-Jacques présentent une structure oculaire unique, similaire à celle des insectes. Ceci pourrait expliquer pourquoi les coquilles Saint-Jacques figurent parmi les quelques bivalves capables de nager. Les nombreux yeux d'une coquille Saint-Jacques peuvent l'aider à créer une image tridimensionnelle de son environnement, certains de ces yeux ayant une meilleure vision que d'autres. Ces yeux uniques pourraient potentiellement influencer la conception de futurs télescopes et inspirer la création de dispositifs compacts d'imagerie à grand champ. Alors, la prochaine fois que vous savourez un plat de coquilles Saint-Jacques, souvenez-vous que ces créatures ont jusqu'à 200 petits télescopes qui vous regardent manger. À quoi servent les os creux des oiseaux ? Les oiseaux présentent des adaptations uniques de leur squelette, cruciales pour pouvoir voler, et l'une d'entre elles se trouve être ces os creux. Aussi connus sous le nom d'os pneumatisés, ils contiennent des espaces d'air qui aident à absorber l'oxygène pendant le volume. Ces poches d'air sont connectées à des zones creuses à l'intérieur des os de l'oiseau et permettent à ses poumons de s'étendre dans l'ensemble de sa structure squelettique. Ce système complexe aide les volatiles à absorber de l'oxygène lorsqu'ils respirent, augmentant ainsi les niveaux d'oxygène dans leur sang et leur fournissant l'énergie nécessaire au volume. Contrairement à une idée répandue, ces os creux ne rendent pas nécessairement l'oiseau plus léger. Des études montrent que les os des oiseaux sont en réalité plus lourds que ceux d'animaux de taille similaire. À vrai dire, le squelette d'un oiseau de 50 grammes est plus dense et plus lourd que celui d'une souris du même poids. Cette densité accrue se traduit par des os minces, plus rigides, plus robustes et moins susceptibles de se rompre. Parfois, les jambes ne sont pas des jambes. Dans une étude récente, des chercheurs se sont penchés sur la manière dont les chenilles se faisaient pousser les pattes dodues qui les caractérisent. Elles remplissent en fait un objectif important.
Les chenilles ont besoin de beaucoup manger pour grandir le plus vite possible. Et ces pattes rondelettes les aident à se déplacer efficacement autour des feuilles et des branchages. Il est intéressant de noter que ces petites jambes potelées ne sont pas réellement des jambes. C'est ce qu'on appelle des fausses pattes, de petits picots qui aident les chenilles à se déplacer. Les vraies pattes de la chenille, qui se transformeront en pattes d'adulte une fois devenues papillons, sont proches de sa tête et ne sont pas utilisées pour se déplacer. Même si une chenille perdait ses vraies pattes, elle pourrait toujours se déplacer en utilisant les fausses. Cela soulève la question de c'est eux qui fait d'une jambe une jambe. Est-ce dû à sa structure ou à sa fonction? Les pattes uniques des chenilles ne sont qu'un exemple des fascinantes adaptations observées chez les arthropodes. Ces pattes temporaires aident les chenilles à se nourrir et à bouger avant d'acquérir leur forme définitive. Ce bref aperçu du monde des chenilles nous rappelle la nature transitoire de la vie et nous encourage à apprécier ces pattes spéciales tant qu'elles durent. Les pogonas, ou dragons barbus, sont des lézards d'Australie que l'on retrouve dans les déserts, les savanes, les broussailles et les forêts subtropicales. Ils sont connus pour être des animaux de compagnie appréciés en raison de leur tempérament amical, de leur sourire constant et de leur attitude décontractée. Les gens aiment les garder comme animaux de compagnie et les surnomment « poilus » à cause de ces espèces d'épines sur leur cou. Il existe 8 sortes de dragons barbus et de nombreuses couleurs et motifs différents ont été observés en captivité. Bien qu'ils se portent bien dans leurs foyers australiens, certains dragons se sont retrouvés dans d'autres parties du monde par des moyens détournés. Bien qu'ils demeurent principalement au sol à l'état sauvage, ils savent parfaitement grimper aux arbres lorsqu'ils ont besoin de s'exposer ou d'échapper à un quelconque prédateur. Les dragons barbus sont désormais présents partout dans le monde, sauf à Hawaï, puisqu'ils y sont interdits. Fait amusant, ces dragons peuvent te faire repousser leurs dents, tout comme les requins et les geckos. Croyez-le ou non, des dragons barbus ont déjà été vus en train de boire de l'eau de pluie lorsqu'il fait chaud ou très sec. Ils ont également d'étranges habitudes de sommeil et dorment dans des positions étranges, même dans leur vivarium. Ils peuvent littéralement rester debout pendant leur sommeil. Ils sont aussi capables de courir presque aussi vite que les humains. Pourtant, ils préfèrent généralement prendre leur temps. Lorsqu'ils ont besoin de taper un sprint, ils peuvent tous se dresser sur 2 jambes et courir ventre à terre. Dame Nature ne respecte pas toujours la stricte définition des sexes. Certaines espèces ont la capacité de développer et de maintenir simultanément des organes reproducteurs masculins et féminins. C'est un tour de force. D'autres ont la capacité de passer d'un sexe à l'autre, en fonction de divers facteurs tels que les conditions environnementales. Ces changements peuvent offrir une flexibilité reproductive ou peuvent être déclenchés par des facteurs externes tels que l'augmentation des températures. Les poissons clowns, par exemple, sont séquentiellement hermaphrodites, nés d'un sexe mais capables de passer à l'autre si nécessaire. Dans le cas des poissons clowns, cette transformation s'opère de mâle à femelle, un processus connu sous le nom de protandrie. Dans un groupe de poissons clowns, seuls 2 membres sont pleinement matures, un grand mâle et une femelle encore plus grande. Si quelque chose arrive à la femelle, le mâle deviendra une femelle et choisira le mâle suivant, le plus grand du groupe, comme nouveau partenaire. N'est-ce pas pratique? Les Siritidae sont un autre exemple d'espèces capables de changer de sexe en fonction de conditions spécifiques. Ils commencent leur vie en tant que femelles et peuvent devenir mâles, un processus connu, lui, sous le nom de protogynie. Contrairement à d'autres hermaphrodites séquentiels, les Siritidae ont la capacité de passer d'un sexe à l'autre en fonction des circonstances au sein de leur groupe. Les limaces bananes, par exemple, sont des hermaphrodites simultanés, capables d'utiliser à la fois les organes reproducteurs masculins et féminins. Bien qu'elles puissent s'auto-féconder, la plupart des limaces bananes préfèrent s'accoupler avec une autre limace. Des recherches ont également montré que certaines espèces de grenouilles étaient capables de changer de sexe, avec des individus développant des organes reproducteurs du sexe opposé pleinement fonctionnels. Ce changement, observé à la fois en laboratoire et dans des études en milieu naturel, pourrait se produire